Aujourd'hui, dans ce nouvel Écoscopie, on va aborder un thème qui m'est particulièrement cher. Je suis né dedans ou presque, le bois. Une richesse sartoise. Effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises en Sarthe qui travaillent avec, autour et pour le bois. On n'en parle pas beaucoup de cette filière et c'est dommage parce que la Sarthe est quand même le département le plus boisé des Pays de la Loire. Pour illustrer, deux entreprises de taille à peu près équivalente. Une qu'on n'a pas l'habitude non plus de découvrir sur les plateaux de télé, un groupement forestier, ça s'appelle la Forêt de la Pierre, avec son responsable, en l'occurrence Éric de Hercé. Bonjour. Bonjour. De l'autre côté, nous avons un jeune repreneur d'entreprise depuis un peu plus d'un an en l'occurrence. Il s'agit de l'atelier du Livet, ça se passe à Chérancé. Et c'est Bruno Toussaint, bonjour. Bonjour. Et puis enfin, notre invité organisme qui travaille avec les entreprises d'une manière générale, évidemment pas seulement celle du bois, quelqu'un que vous connaissez par la force des choses, en tout cas son organisme, vous le connaissez, il s'agit de la Banque de France et le représentant départemental, eh bien c'est Gilles Bonal. Bonjour. Bonjour Pascal Brelon. Nous allons donc passer ensemble une vingtaine de minutes passionnantes comme d'habitude. Les métiers qui gravitent autour du bois sont pas particulièrement bien connus. En revanche, vous êtes le spécialiste. Vous êtes quelques-uns sur la Sarthe à bien maîtriser la chose. Éric de Hercé, je disais tout à l'heure, vous avez dirigé Panneau France à une époque, je crois. Oui, c'est Panneau France qui était le deuxième distributeur intégré de bois et panneaux en France. Bon, mais surtout, votre histoire, c'est celle, j'allais dire, un peu de votre famille, et c'est celle que vous allez en quelque sorte nous raconter à travers votre entreprise aujourd'hui, la Forêt de la Pierre, le groupement forestier de la Pierre. Alors, le groupement forestier de la Pierre c'est une forêt située à l'est du département qui couvre 1300 hectares, qui est une forêt plutôt grande dans la Sarthe, puisque dans la Sarthe, nous comptons 40 000 propriétaires forestiers et dont 90% ont moins de 4 hectares. Donc, la forêt de la Pierre se situe plutôt dans les grandes forêts. Alors 1300 hectares, le siège est à Coudrecieux, la forêt couvre plusieurs villes, plusieurs sur les communes de Semur, de Montaillé et de Dolon. Qu'est-ce qu'on y trouve comme type de bois ? Essentiellement du chêne, un peu de résineux malgré tout, lié aux reboisements qui ont été faits après la guerre. Et justement, le groupement de la Pierre date après la guerre. C'est ça, il a été en tant qu'entité juridique créé à ce moment-là. La forêt est beaucoup plus ancienne et dans la famille depuis beaucoup plus longtemps, mais en termes de structure juridique, ça date effectivement de la fin de la guerre, enfin à l'issue de la guerre. Et alors, évidemment, il y a eu des grosses évolutions en matière de besoins pour les bois, et donc il a fallu faire évoluer l'élevage. Vous êtes éleveur, hein, je crois, de bois, vous m'avez dit. On se qualifie comme éleveur de jolis bois, éleveur dans le sens d'élévation, parce qu'on essaye d'avoir des bois avec des fûts les plus beaux, et puis éleveur, c'est aussi une notion d'élevage. 3 périodes en quelque sorte le siècle dernier. Au début du siècle, la forêt était essentiellement une forêt destinée à fournir du bois de feu pour différentes industries locales, que ce soit des briqueteries ou des verreries. Et puis à l'issue de l'évolution de la demande, c'est une forêt de production, ça c'est très clair, pour satisfaire les besoins de nos scieries et les besoins de l'industrie, les clients des scieurs. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec vos bois, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on ne faisait pas hier ou, voilà. Depuis quelques dizaines d'années, il y a une demande qui est de plus en plus importante jusqu'aux dernières années, donc surtout une demande en mérin, donc c'est les parties de pièces qui constituent les tonneaux. Donc fait avec les jolis chênes de la Sarthe, donc beaucoup de chênes de chez nous, mais aussi un peu de la forêt de Bercé, qui est la forêt de chêne de référence dans la région. Donc du mérin, et puis ensuite des bois de menuiserie, puis des bois de charpente, puis du bois de feu. Si vous voulez, on regarde un arbre, et puis du pied à la tête, on a toutes les qualités de bois, et donc plein d'utilisations possibles. C'est-à-dire que sur un même arbre, le bois est utilisé à des fins très diverses, quoi. Très diverses, avec différents métiers.
métier. Donc, auparavant, c'est comme le cochon, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. C'est voilà, on partage ça avec le cochon, c'est que tout est bon dans l'arbre, tout est bon. Et il y avait jusqu'à il y a une dizaine d'années, même les meilleures pièces de bois servaient pour du tranchage. Maintenant, un petit peu moins. C'est une industrie qui a moins le vent en poupe. Donc on avait vraiment, et même dans chaque catégorie de bois, il y a différentes qualités. Quand j'étais jeune, la tranche japonaise était la plus belle et la plus recherchée. Alors, il y a un certain nombre de gens qui gravitent autour de cette activité. Il y a les gens que vous employez, vous êtes 7, je crois, pour être précis, mais il y a aussi plein de sous-traitants, ou de partenaires. Des partenaires pour toute la vie de l'arbre à partir de la plantation. Ouais. Le semis, on s'en charge d'habitude, mais bon, la plantation, les entretiens, et évidemment la récolte, qui est maintenant un gros sujet, parce que la récolte fait appel à des machines de plus en plus grosses et de plus en plus sophistiquées. Alors c'est un gros sujet. En plus, les gens qui ont une certaine préoccupation environnementale s'en mêlent sérieusement. Et alors ce qu'on appelle des coupes rases qui se faisaient sur des hectares et des hectares, maintenant on ne peut plus faire ça. Ouais, on peut plus faire ça. Et puis c'est heureux. Mais aujourd'hui, on ne peut couper à blanc une parcelle, pas plus de 5 hectares. Donc je trouve que c'est une très bonne démarche, parce que l'impact paysager et l'impact social d'une coupe rase est relativement néfaste. Donc qu'on limite la partie des coupes rases, c'est une bonne chose, d'autant plus que qui dit coupe rase dit reboisement. Donc il faut maintenant, avec la pression du changement climatique, jouer un petit peu différemment nos matières sylvicoles. Et il faut varier les essences. Il faut donc avoir de petites surfaces dans lesquelles on fait du timbre-poste avec des essences différentes, de façon à pouvoir résister aux intempéries et au stress climatique. Et essayer de respecter la biodiversité par ailleurs. C'est un sujet qui nous est cher. J'aurais pu vous montrer des photos. Quand on marque une coupe, maintenant, on marque des bois. On marque des bois qui seront destinés à servir d'habitat pour toutes les petites bêtes et pour tous les insectes. On n'y touche pas. Et justement, on les marque pour qu'un bûcheron zélé ne vienne pas abattre l'arbre qu'on a choisi. Est-ce que vous saviez qu'on avait cette préoccupation à ce point dans un groupement forestier, Bruno Toussaint ? Alors non, je ne connaissais pas cette disposition particulière. Je savais que la dynamique est quand même à la gestion durable des forêts, mais je ne connaissais pas cette disposition. Alors vous n'êtes pas un homme du bois du tout, hein, au départ ? Alors au départ, non. Vous êtes ingénieur agronome, cela dit ? Ingénieur agronome, donc ça reste du vivant. L'arbre est quand même un organisme vivant, donc j'ai eu des modules sur la gestion forestière et notamment la gestion durable des forêts, mais j'ai plutôt fait une carrière dans l'agroalimentaire. Et un jour, vous êtes dit... c'est l'heure de la reconversion, il faut que je me lance dans une belle aventure. Et la belle aventure, c'est l'atelier du Livet. Ça se passe à Chérancé, une entreprise qui était une entreprise adaptée à une époque, hein, c'est ça, hein ? Tout à fait, ouais. Racontez-nous. Alors c'est une entreprise qui était effectivement une entreprise adaptée et alors qui malheureusement a été en liquidation judiciaire en 2018 et qui a ensuite été reprise par quelqu'un qui m'a cédé l'entreprise en 2024. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai repris l'entreprise. Et c'est une menuiserie spécialisée dans les aménagements extérieurs en bois. On fabrique notamment du mobilier pour l'agencement des jardineries. Et on fabrique aussi sur mesure, parce qu'on a un bureau d'études, on va jusqu'à la pose, dans des ouvrages en bois, dans des projets de végétalisation en espace urbain, notamment des cours d'école. Alors ça peut paraître compliqué, expliquer comme ça, donc on a quelques photos évidemment. Vous êtes sur une niche, on peut le dire. Alors c'est original et c'est plutôt nouveau, ça, ces aménagements, notamment de cours d'école, avec, je crois que vous avez un dracar, vous avez fait, c'est ça ou... On a fait un bateau pirate récemment. Bateau pirate, non, le dracar c'était chez vous. Ça, c'était de l'autre côté. Oui. En Douglas. Ouais. C'est assez nouveau. En fait, c'est l'évolution du climat qui fait que pour lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbains, on essaye de rafraîchir les villes.
Et rafraîchir les villes, ça passe par la végétalisation, notamment. Plus de végétaux, plus d'ombre. Et dans ces projets de végétalisation, il y a souvent des ouvrages en bois. Donc ça va être des pergolas, des abris vélos en bois, des platelages, des bancs, des instituteurs qui veulent faire classe dehors. Donc on peut faire des amphithéâtres en bois aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez prendre en charge la totalité du mobilier, en quelque sorte Si c'est en bois, oui. Si c'est en bois, on va concevoir, fabriquer dans l'atelier à Chérancé. Après, on a une équipe de pose qui va l'été poser ces ouvrages. Comment ça se passe? Vous travaillez avec qui pour faire ce genre de choses? Avec des gros groupes peut-être? Alors, généralement, le donneur d'ordre, ça va être une collectivité locale. Donc, typiquement, une mairie qui va gérer les écoles élémentaires. On a souvent un maître d'œuvre, parce qu'effectivement, il y a une dimension voirie, réseaux diverses. Un lot espace vert aussi. Donc nous, on va intervenir en tant que sous-traitant généralement d'entreprises du BTP comme Colas, Bouygues, qui n'a pas forcément le savoir-faire bois et qui va nous demander de répondre aux besoins du client. On va construire, on va fabriquer en pré-module dans les ateliers à Chérancé et on a une équipe de pose pendant les vacances scolaires, va aller poser les ouvrages dans les cours d'école. Et vous parliez donc de végétalisation d'une manière générale de l'espace urbain. Pour ça, vous travaillez avec le CAE, alors pas encore celui de la Sarthe, mais ça va venir, c'est ça? Alors oui, le CAUE est un organisme public qui accompagne les collectivités locales pour adapter la ville au changement climatique. Donc ils essayent de capitaliser sur des expériences à l'étranger notamment, de végétalisation en espace urbain, parce que végétaliser, c'est pas poser des jardinières sur du bitume, c'est repenser la manière dont on va aménager les espaces publics. Et ma conviction, c'est que le bois a toute sa place dans tous ces projets. Il y a une dimension écologique avec captation de carbone, mais il y a aussi un enjeu de durabilité. Comment est-ce que le bois vieillit? Et donc, l'idée, c'est de développer cette expertise pour accompagner les collectivités qui veulent repenser leur agencement extérieur. Alors, c'est une partie de votre activité. Il y a une autre partie qui, elle, est très visible. Ça c'est plutôt, voilà, ça se fait en B2B, hein, Ouais. comme on dit. Il y a une partie grand public, puisque vous avez d'une part un site internet, une marketplace, quoi, et puis vous travaillez pour des marketplaces des grands distributeurs. Tout à fait. On produit, on conçoit, on produit et on vend aussi sur des marketplaces, des sites web, des produits en bois, donc essentiellement en Douglas et en châtaignier. Et ça va être des nichoirs, des pergolas, des jardinières, des carrés potagers. Donc, oui, j'ai vu, c'est pas mal. Poulailler en bois, nichoir, mangeoire, oiseaux, clapier, terrarium pour les tortues, nichoir chauve-souris, et puis alors des aménagements comme les composteurs, les potagers, les bacs à plantes. Ah bah, ça doit bien marcher en ce moment. Bon, bref, ça c'est à l'intérieur de votre activité, c'est une petite partie seulement, j'imagine. Alors c'est une petite partie parce que c'est compliqué sur du Made in France d'être compétitif avec des fabricants, notamment en Europe de l'Est, qui vont avoir un coût de production assez largement inférieur. Donc on essaye de se défendre, on essaye Vous avez un label de qualité ou pas, non? Oui, on a un label, on a deux labels. On a un label qui garantit la gestion durable des forêts, que vous devez très certainement connaître, qui est PEFC, et qui apporte la garantie sur la gestion durable des forêts. Et après, on a un label Bois de France qui porte sur la traçabilité et l'origine des bois, puisqu'on utilise à 95% du bois qui vient de France. Bon, ça a bien démarré, parce que vous avez repris il y a un petit peu plus d'un an, je disais un an. C'est ça, 2024. Ouais. Ça a bien démarré. Et ça a bien démarré. En 2025, on a fait une bonne année et il y a beaucoup de projets assez enthousiasmants. Le bois, ça reste un matériau noble qui a sûrement de l'avenir et donc c'est très enthousiasmant. Votre chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah, vous êtes en dessous du seuil de la Banque de France, parce que je crois savoir, Gilles Bonal, que c'est au-dessus d'1,5 million que vous étudiez, que vous notez les entreprises, c'est ça ou je me trompe? C'est entre les deux, Pascal Brulon, c'est 1 250 000. Donc, a priori, je pense qu'il n'est pas très loin, notre ami. Bon, Monsieur Bonal, merci d'être parmi nous pour nous parler de votre structure. Alors, la Banque de France, tout le monde connaît, tout le monde imagine évidemment que ça dépend directement du gouvernement, mais c'est faux. C'est inexact, mais c'est vrai que la Banque de France, on l'a oublié, c'était une banque privée, comme la plupart des banques centrales. Jusqu'en 1945, le général de Gaulle a nationalisé la Banque de France. Alors j'allais dire, pour être entre les Bois de la Pierre et l'institution plus récente que sont les ateliers de Livet, c'était les anciennes 200 familles qui étaient les actionnaires de la Banque de France. La Banque de France, d'abord, elle se réjouit
de ces deux témoignages, que on parle des Bois de la Pierre qui sont assez anciens ou d'une entreprise toute jeune, la Banque de France est, j'allais dire presque, en tout cas son représentant dans la Sarthe, admiratif du travail et du courage des chefs d'entreprise. Et elle est là à n'importe quel moment de la vie des entreprises, au moment de la création, au moment de son développement, au moment de sa croissance. Elle est aussi parfois là au moment du décès des entreprises, mais elle anticipe, elle aide les chefs d'entreprise à anticiper, elle a des services pour ça, elle les accompagne et elle Alors, fait de la prévention. si je vous ai invité aujourd'hui, c'est justement pour nous parler un peu de cet accompagnement. Alors, nous rappeler quand même votre activité, parce qu'après tout, vous êtes aussi une activité économique. J'évoquais il y a un instant votre rôle de cotation. Vous pouvez nous rappeler en deux phrases de quoi il s'agit ? Alors la Banque de France est une agence de notation, comme d'autres à consonance anglo-saxonne assez connues. On récupère chaque année les bilans sociaux des entreprises, les données comptables des entreprises que l'on examine avec nos équipes d'analyse financière, et on va donner une note à l'entreprise ou une cote. Cette cote, c'est pas pour dire j'aime bien cette boîte ou je n'aime pas trop cette société. C'est simplement pour les partenaires des entreprises, c'est-à-dire principalement les banques, les assureurs crédits, une estimation du risque que cette entreprise prend à ne pas honorer tous ses engagements à un horizon de 1 à 3 ans. Quand la note est très bonne, ce qu'on appelle parfois la note d'excellence, on garantit, nous, Banque de France, que cette entreprise est capable de faire face à tous ses engagements dans un horizon de 1 à 3 ans. Et puis après, comme j'allais dire dans une classe d'école, il y a ceux qui sont un peu au-dessus de la moyenne, à la moyenne, un peu en dessous de la moyenne. Vous vous occupez évidemment du surendettement. Alors là, c'est pas les entreprises, c'est l'ensemble des citoyens français, j'allais dire. Et ça, c'est une partie importante de votre activité. Alors ça, c'est vraiment une mission de service public qui nous est confiée par l'État. Ces commissions de surendettement, elles sont départementales, présidées par le préfet du département. Elles réunissent des commissaires qui représentent un peu, j'allais dire, toutes les tendances, des banquiers, des associations de consommateurs, des travailleurs sociaux et des juristes. Ça, c'est une mission pour effectivement les particuliers. J'allais dire que si on voulait l'appliquer au monde de l'entreprise, oui, on s'occupe aussi parfois du surendettement des entreprises, et ça, c'est la fonction de médiateur départemental du crédit. Le directeur de la Banque de France dans votre département est médiateur du crédit, c'est-à-dire qu'il va réunir autour d'une table lorsqu'il y a un problème de financement ou de surendettement de l'entreprise ou de refus d'accès au crédit. Le médiateur, c'est-à-dire la Banque de France, réunit banquiers et chefs d'entreprise pour trouver une solution. Alors cette charte de confiance, elle est mise en place avec une multitude d'organismes partout en France pour accompagner les entreprises qui connaissent des difficultés. Et ça a fait l'objet d'une boîte à outils que j'ai découvert là récemment, qui me semble être un outil à diffuser d'une manière précoce, enfin dès la création de l'entreprise, non ? L'actualité du moment, effectivement, c'est la charte de confiance. Elle réunit sous l'égide du ministère des Finances, de l'économie et des Finances, effectivement 35 partenaires. Alors ça va d'associations, j'allais dire de soutien psychologique auxquelles vous êtes sensible, vous, Pascal Brulon. Il y a l'APESA, mais il y a aussi l'association des assureurs crédits. Il y a les chambres de commerce et d'industrie, CCI France, les chambres de métiers. Il y a 35 partenaires nationaux qui ont signé cette charte, et chacun de ces partenaires, évidemment, a des représentants locaux, soit dans les Pays de la Loire, soit dans chaque département. Ce que cette charte vise à remettre en avant, parce que la médiation du crédit, elle existe depuis la première crise de 2008, enfin la première des dernières crises, et elle vise avant tout à mieux toucher les entreprises et à généraliser pour nous, parce qu'on se rend bien compte que c'est parfois difficile, d'aller vers les entreprises. Parce que parfois, le chef d'entreprise, d'abord, il n'en a pas le temps, ni l'énergie, ni le courage. Et puis, il y a un effet psychologique aussi. On n'aime pas trop à dire qu'on est dans la difficulté. Alors justement, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il y a des outils qui existent pour leur permettre d'être accompagnés. Il y a même des aides qui sont apportées. Il y a des suggestions de méthodologie. Il y a des outils pratiques informatiques, tableaux et autres. Et ça, où est-ce qu'on peut avoir cette boîte à outils que vous nous avez communiquée ? De quelle manière les chefs d'entreprise peuvent les avoir ?
Je vous invite d'abord à commencer par consulter le site de la Banque de France, qui est banque-france.fr. Enfin, Banque de France, ça se trouve sur n'importe quel navigateur. Et pour aller plus précisément sur des questions, quelle que soit la phase de vie de l'entreprise, un site vraiment que je vous recommande qui s'appelle Mes questions d'entrepreneur. Mes questions d'entrepreneur, c'est tout attaché, et on met.fr. Là aussi, votre navigateur vous emmènera directement là-dessus, et on trouve, c'est une sorte de portail. Il n'y a pas que la Banque de France qui communique là-dessus. On a des accords avec BPI, qui est un organisme de financement bien connu. On a des partenariats avec les chambres de commerce, on a des partenariats avec les experts comptables, et cette boîte à outils du dirigeant, vous la trouverez sur ce site aussi, mesquestionsdentrepreneur.fr. Merci Gilles Bonald. Je savais que ce serait un peu trop court pour dire tout ce qu'on avait envie de dire, mais en tout cas, les entrepreneurs peuvent être rassurés. Ils sont accompagnés, mais ça vous le saviez, j'imagine. Vous avez été accompagné, vous, pour reprendre ? Oui, j'ai été très bien accompagné, notamment par BPI et par Réseau Initiative Sarthe. Et vous accompagnez les entreprises, c'est un peu différent. Oui, je suis parrain. Voilà. Chez Réseau Uni. Bien, je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je nous donne rendez-vous à nous tous dans une semaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème, toujours aussi intéressant.